Centre de l'universalité, en très grand nombre à soir, comme je peux voir. Fait que je vous félicite. On se félicite en même temps. L'échange va être juste plus chaleureux. Bonsoir, Daniel. Tu me félicites-tu d'être venu? Oui, je comprends. Parce que si tu viens pas, où je retourne. OK, à soir, on parle des impressions, puis des impressions superposées. On va commencer par le plus simple, là. On va commencer par la loi des impressions. Tantôt, au comptoir, tu me faisais une farce, mais je vais partir de ça. Je suis en train de manger un biscuit, puis tu me dis que tu es en train d'impressionner ton estomac. Dans le fond, où que ça part, la loi de l'impression, dans sa forme la plus simple, si tu veux. Puis ça finit où, dans sa forme la plus haute. La loi de l'impression, on appelle ça une loi parce que ça fait partie des choses qui rentrent dans un cadre qui est inaccessible à l'homme. Tout ce que l'homme ne peut pas changer dans son plan d'évolution, en ésotérisme, on appelle ça une loi. La loi de l'impression est donc une loi, comme toutes les lois, qui peut un jour être dépassée. Elle s'applique à une catégorie d'hommes qui évoluent, mais elle ne s'applique pas à une catégorie d'initiés, par exemple. Et d'ailleurs, un des cheminements, disons, de l'évolution de l'homme, c'est évidemment de permettre à l'homme d'arriver à se dégager de cette loi d'impression. On peut dire que la manipulation chez l'homme, c'est l'impression. Maintenant, qu'est-ce qu'être manipulable, ou encore qu'est-ce qu'être impressionnable? Prenons par exemple de base l'idée même que l'être humain est une structure qui est molle, structure physique, psychologique, qui n'est pas totalement rigide comme un bloc de pierre, mais qui par contre ressemble à du beurre plus ou moins mou. Et chaque fois qu'une vibration frappe ce beurre, il imprime sur le beurre une espèce de résultat. C'est-à-dire qu'il imprime une trace de cette vibration. Alors, la vibration même qui a donné l'empreinte chez l'homme ne laissera pas une empreinte similaire à la vibration, mais il laissera une trace quand même dans le beurre. Alors, revenons à l'homme. Prenons l'homme, disons, de la rue, et à un moment donné, l'homme se promène, une femme, un homme se promène sur la rue, sur le trottoir, et soudain un chien apparaît devant, les crocs sortis, en grognant, la queue entre les deux jambes, et le chien part en courant vers la personne, passe à côté et saute sur un chat. Pour que l'histoire se finisse bien. Alors, la personne, lorsque le chien apparaît, elle est comme du beurre, justement. C'est-à-dire qu'il y a une vibration, un événement, qui se transmet sous forme de vibration par le langage visuel, par la lumière, donc la personne va voir le chien. Sous forme de vibration auditive, la personne va entendre le chien. Ça peut même arriver, disons, au niveau de l'olfaction, c'est-à-dire que la personne va même sentir le chien. Et ces vibrations-là, dans l'individu, vont automatiquement laisser une empreinte. Et la personne, l'homme qui vit l'événement, ne va réagir qu'en fonction de l'empreinte et non pas en fonction de ce qui vient imprimer. Alors, je regarde l'empreinte laissée dans ma psychologie du chien qui est en avant de moi et je réagis à ce phénomène. C'est-à-dire que l'empreinte laissée à l'intérieur de ma psychologie va faire en sorte qu'elle va attirer des vibrations similaires à elle-même. Autrement dit, la personne voit un chien, cela impressionne l'individu. Un exemple d'impression réelle, le chien apparaît, vous avez peur, le chien disparaît. Et vous allez encore avoir des traces de peur en vous, parce qu'il y a une trace qui est laissée. Donc, il y a eu une impression faite. Alors, le chien saute sur le chat et, tout va bien. N'empêche que les 15 minutes après qui vont suivre, votre physique va encore réagir à la peur. Vous allez encore vous imaginer que le chien aurait pu vous sauter dessus. Vous allez même peut-être penser que des chiens de ce grosseur-là ne devraient pas être laissés en liberté. On devrait les tenir en laisse. Alors, ce qui fait que l'événement allait donc laisser une trace dans l'être humain. Maintenant, le chien en soi n'est pas dangereux, c'est-à-dire que le chien ne peut pas faire peur. Le verre d'eau ici ne te fait pas peur, sauf si tu peux t'imaginer que je peux te le lancer au visage. Et qu'est-ce qui va te faire peur? C'est l'empreinte, c'est-à-dire la trace qu'il y a en toi, qui est similaire à un verre d'eau lancé au visage, mais qui ne ressemble en rien au verre d'eau posé sur la table. Le verre d'eau ne peut te faire peur. Par contre, il laisse une empreinte en toi, c'est-à-dire que mémoriellement parlant, si tu tournes la tête, tu te souviens qu'il y a un verre d'eau.
Donc, il y a une empreinte en toi du verre d'eau. Et si je fais référence à mes empreintes, donc à ma mémoire, automatiquement, je me rappelle qu'il y a un verre d'eau. Et je me rappelle, vu que je fais référence à l'empreinte laissée, donc à ce qui est mémoriel, à mes mémoires, je me rappelle aussi qu'un verre d'eau peut être lancé au visage. Et c'est là, disons, le débordement de la loi de l'impression chez l'homme, c'est là que la manipulation est permise grâce à l'impression. Le chien apparaît, je ferme les yeux et je sais qu'il y a un chien en avant qui me grogne après. Donc, je suis impressionné. Et quand je dis je suis impressionné, évidemment, je ne veux pas dire par là que impressionné comme quand on regarde une peinture. Il y a une impression, une trace du chien dans ma mémoire, dans ma psychologie. Je suis impressionné de cette façon-là, comme une pellicule photographique est impressionnée. Elle n'est pas surprise, elle est impressionnée. Alors je suis impressionné car si je ferme les yeux, je me rappelle le chien. Et faisant référence à mes mémoires, au lieu de faire référence à l'événement, je fais référence à l'impression, je peux donc du chien me rappeler d'un autre chien, me rappeler d'une personne qui s'est fait agresser par un chien, me rappeler d'un film ou d'une émission de télévision que j'ai vu, me rappeler un article de journal que j'ai vu, et tout ça m'a impressionné parce que tout ça est dans ma mémoire. Donc, à l'instant même que je vois le chien et que celui-ci m'impressionne et que je fais référence à l'impression, je sais que le chien peut m'attaquer. J'ai en mémoire des personnes défigurées par un chien et, étant humain, j'ai peur. L'individu qui réagit non pas à l'impression mais à l'événement va voir le chien, n'aura pas peur. Le chien en soi ne fait pas peur. Il peut faire mal, mais il ne peut faire peur. Ce qui va faire peur chez l'être humain, c'est ce qu'il connaît du chien. C'est la mémoire de ce qu'il connaît ou encore la mémoire de ce qu'il connaît de ce qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que toutes les fois que je rencontre quelque chose que je ne connais pas, j'apprends à mes dépens à le connaître. Donc, je sais par expérience qu'une chose inconnue peut faire mal. Donc, je connais ce que je ne connais pas dans ce sens-là, ce qui fait que si je n'ai jamais entendu parler des chiens, mais que j'ai suffisamment d'expérience, et l'expérience, c'est l'impression. C'est l'impression, la trace qu'a laissé mon vécu dans ma mémoire, donc dans ma psychologie. Alors, si j'ai suffisamment d'expérience pour savoir qu'une chose que je ne connais pas peut faire mal, même si je ne connais pas le chien, même si je n'ai jamais vu de chien ou de carnassier, je peux en avoir peur. Non pas parce qu'il va me mordre, non pas parce qu'il va me défigurer, non pas parce qu'il peut me tuer, simplement parce qu'une chose que je ne connais pas, j'ai appris par l'expérience qu'elle peut me faire mal. Alors donc, l'impression, c'est que je vois quelque chose et j'agis à partir de l'impression qu'il laisse instantanément dans ma psychologie. Je rencontre un individu qui tourne un coin de rue, il est bâti, corps arrière de football, il a la face pleine de cicatrices et il tient un couteau dans ses mains. Je sursaute immédiatement et j'ai peur immédiatement, avant même de me rendre compte qu'il a un gros tablier blanc plein de sang et qu'il a une espèce de chapeau sur lequel c'est écrit « Boucherie Sanzo ». Bon. Alors, le boucher qui vient de sortir de son restaurant, de son magasin, vire le coin de la rue, je tombe nez à nez avec. Alors, mais sur le moment, j'ai fait un saut. Et après ça, je découvre, et l'impression nouvelle laissée, c'est-à-dire que, voyant la personne apparaître, l'impression qu'elle me laisse, c'est la chose qui va me faire sursauter. Pourquoi? Parce que je vois couteau, je vois carrure, la carrure imposante de mon homme, je vois son visage plein de cicatrices, donc je fais automatiquement un lien avec d'autres impressions dans ma mémoire, un lien avec un tueur. Un homme qui s'est battu souvent, il a le visage plein de cicatrices, ça peut être suite à un accident d'auto, ça peut être suite à une bataille, ça peut être suite à une morsure par un chien, ça peut être suite à plusieurs choses. Mais automatiquement, quand je vois la personne apparaître devant moi, je sursaute parce que je me fie non pas à l'individu, mais à l'impression qu'il a laissée instantanément dans ma psychologie. Et j'ai peur, je me demande quoi faire. Donc, automatiquement, j'observe l'extérieur pour voir si je ne peux pas me sauver ou non lutter. Et je vois que c'est un boucher. Et voyant que c'est un boucher, j'ai donc une deuxième impression sur la première, une sur-impression, et elle va fouiller dans mes mémoires pour me dire « Ah ben, c'est un boucher. C'est normal donc qu'il ait un couteau. S'il est sorti de sa boucherie avec son couteau, c'est normal qu'il ait du sang après lui. Il est bâti puissant.
Donc, c'est vraiment un atout pour être boucher, et etc., etc. Et cette deuxième impression, là, Daniel, on n'est pas encore à l'impression superposée, c'est encore au niveau psychologique, là. Oui. D'ailleurs, on va aborder l'impression superposée, surtout dans ce sens-là, disons, pour ce soir. Donc, prochainement, on pourra revenir sur une forme plus malicieuse d'impression superposée. Alors donc, premièrement, l'important, c'est de comprendre ce qu'est l'impression, de bien concevoir, de bien voir que nous sommes impressionnables dans ce sens, et à partir de cela, nous allons pouvoir découvrir comment nous sommes manipulés par les impressions. Le boucher sort de son coin de rue et je tombe nez à nez avec, il laisse une impression en moi. Je rentre à un moment donné, un exemple. Vous attendez patiemment le facteur. Vous devez recevoir une carte postale, une lettre, quelque chose d'une personne qui vous est chère, qui est partie en voyage, en Jamaïque par exemple. Et vous avez des informations vous disant qu'il y a presque une guerre civile en Jamaïque, on a augmenté le prix du pétrole et que la population s'est révoltée, que l'armée se promène un peu partout, et la personne qui vous est chère, elle est en Jamaïque. Alors, ce qui fait que les annonces, les nouvelles, impressionnent déjà votre psychologie. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez éteint la télévision, vous continuez à vous demander s'il n'arrivera rien à cette personne, s'il n'y a aucun danger, si l'armée va mater la révolution rapidement, si les gouvernements vont s'en occuper. Autrement dit, vous continuez à réfléchir à partir d'une impression qui a duré 10 secondes, 15 secondes, que vous avez pris à la télévision. Je rentre chez vous et je vous dis, vous attendez toujours cette carte postale, je rentre chez vous et j'ai une carte postale pour vous, et ça commence dessus, très mauvaise nouvelle. La majorité des individus très impressionnables ne liront pas le reste. Ils vont, oh non, ils vont réagir. Et réagissent à quoi? À l'impression que laisse très mauvaise nouvelle. Ça laisse une impression qui va chercher les autres impressions, les nouvelles de guerre ou de révolution. Enfin, elle a agrandi, disons, elle a gonflé un peu les nouvelles qu'elle a eues. Et automatiquement, elle vit à partir de l'impression, mais non pas à partir de la réalité. La réalité, elle ne la connaît pas, elle n'a même pas lu la carte postale. Et même qu'il y aurait un drame sur la carte postale, elle ne réagit pas au drame, elle réagit à l'impression du drame. À un moment donné, quelqu'un va lui dire, lis au complet, tu vas voir. Fait que tu continues à lire. Alors donc, mauvaise nouvelle, je ne peux pas rester aussi longtemps que j'ai voulu, cela va mal ici, alors j'arrive demain. Alors, t'embrasses très fort, à bientôt. Bon. Alors là, tu vois comment tu es stupide, souvent, mais encore là, tu réagis encore à une impression. Parce que, tu vois bien, il rentre demain. L'avion peut s'écraser. Il peut y arriver plein de choses, mais toi, tu ne réagis jamais à la réalité, tu ne réagis qu'à l'impression. Si tu as eu peur en lisant très mauvaise nouvelle, c'est que tu as été manipulé. C'est-à-dire que un événement, même pas, plusieurs petits événements sans lien entre eux autres, ont réussi à faire en sorte que toi, tu réagisses en exprimant de la peur. Mais toi, tu n'as pas décidé d'avoir peur. Toi, tu n'as pas pris de décision aucune en ce qui concerne justement la vitesse de ton cœur, ta transpiration, comment tu étais pour te sentir au moment même où tu lirais la carte postale. C'est l'impression des mots et les mémoires des impressions des nouvelles à la télévision qui ont déterminé ton état. Comment tu étais pour réagir. Tu veux passer un examen. Tu sais un mois d'avance qu'il y a un examen très important qui va faire en sorte que tu perds ton emploi ou que tu es promu. À l'instant même où tu as connaissance de cet examen, tu es impressionné. C'est dans ta mémoire. Et tu commences déjà à être assujetti à la manipulation de l'impression, c'est-à-dire que déjà, tu commences à te poser des questions. Tu commences à avoir peur. Et plus le mois, plus la date, le jour J approche, plus tu vas aller chercher dans tes mémoires des mémoires d'échecs, des mémoires de réussite et de richesse, des mémoires d'espoir et des mémoires de déception. Et quand tu te présentes à l'examen, quel genre d'être humain se présente à l'examen? Un être humain totalement manipulé par tous ces mémoires qu'il appelle expérience, mais qui peuvent nuire autant qu'elles peuvent aider. Et l'individu impressionné et impressionnable se présente à l'examen.
Et étant donné que l'individu, que l'homme, fait, disons, se sert de ses impressions, donc de sa mémoire, pour donner une espèce de réaction dans l'événement, c'est-à-dire que l'homme se présente dans la classe d'examen et il est en transpiration, c'est-à-dire qu'il a peur, ou encore il est totalement jovial, parfaitement convaincu de la réussite. Notre homme se présente et il exprime un fait qui est tributaire de ses impressions, de ses mémoires. La personne, elle a peur parce qu'elle connaît l'échec, elle a peur parce qu'elle n'a pas suffisamment étudié, elle a peur parce qu'elle ne croit pas avoir suffisamment d'expérience, elle a peur parce qu'elle en connaît d'autres qui ont perdu leur emploi. Donc, elle a été impressionnée par les événements que je viens de citer, et au lieu de voir l'examen comme il est, elle voit l'examen à partir des événements que je viens de citer. Donc, notre individu n'est pas potentiellement complet, il est mémoriel, il arrive dans la salle avec un paquet d'impressions, l'impression qu'il va déclarer presque la réalité. Il va les déclarer vraies. Pourquoi tu as peur? Ben oui, mais je peux couler. Oui, mais tu peux aussi réussir. Ah oui, mais si je coule, bon, alors tu as donc plusieurs impressions qui prédominent dans ta psychologie et au lieu de voir l'extérieur, tu vois l'intérieur, qui sont les impressions qui se superposent et tu prends ce bloc-là et tu décides d'agir en fonction de ces impressions mémorielles au lieu d'agir en fonction de l'extérieur. L'individu qui est convaincu de réussir, c'est le même processus qui va se passer en lui. Il a des expériences de réussite et il canalise ces expériences-là, ces impressions-là, et il agit, il exprime l'extérieur à partir de ces impressions. Si l'individu coule, il va déjà savoir, mais une chose qui est d'ailleurs évidente, je pense que tout le monde a pu déjà le vérifier, c'est que tu risques de manquer ton examen si tu arrives déjà avec l'idée que tu vas le manquer. Pourquoi? Parce que tu agis, tu manipules ton extérieur en fonction de ces impressions. Et si tu es parfaitement convaincu de réussir, tu as plus de chances de réussir. L'individu, l'homme, arrive, quand il est impressionné, à se référer seulement à ses mémoires, à son expérience, donc à ses impressions, et de ce fait, il est beaucoup plus impressionnable. Tu risques de me perdre, de manquer ton examen, tu te présentes, et moi, je te dis déjà en entrant, « Ah tiens, t'es venu? » C'est bizarre, dans ton cas, moi, je ne serais pas venu, mais enfin, on va quand même te faire passer l'examen. Ah là, t'es complètement détruit. Pourquoi? Parce que vu que tu ne fais référence qu'à l'impression, je te donne une nouvelle impression que tu acceptes comme étant une réalité presque pure. Vous venez voir un individu qui tire aux cartes et vous avez de l'expérience sur la cartomancie, sur des personnes qui vous ont dit « Ah, elle est extraordinaire, elle est bonne, tout ce qu'elle m'a dit est arrivé. » Bon, donc vous vous servez de l'impression de la communication avec l'autre personne et quand vous vous présentez devant la cartomancienne, vous êtes déjà convaincu, c'est-à-dire que vous avez un préjugé favorable, mais vous ne vous fiez pas à ce que vous allez percevoir de la cartomancienne, à ce que vous allez percevoir du milieu ambiant, à rien. Vous vous fiez seulement aux impressions mémorielles qui ont été faites lorsque vous avez rencontré une personne qui vous a vanté les mérites de la cartomancienne. Alors vous vous asseyez, la cartomancienne commence et vous ne vous rendrez même pas compte du processus de tirage au tarot, du processus psychologique qui permet à une cartomancienne de pouvoir discuter un peu avec vous et de pouvoir en savoir déjà énormément sur vous, pour après vous le retranscrire avec l'aide des cartes. Et vous allez sortir de là en ne retenant du tirage de cartes que les choses, que la bonne aventure, que les choses qui vous plaisent, que les choses que vous espérez. Parce que vous ne faites référence qu'à l'impression, elle est bonne, donc elle va me dire des bonnes choses. Même si intellectuellement parlant, vous n'allez pas jusqu'à élaborer cela, c'est évident dans la psychologie inconsciente de l'homme. Donc la loi de l'impression, je prends de l'eau, j'en lance un peu dans les airs et je la rattrape, pour la majorité. Ça crée une impression. Vous avez été impressionné. Et je ne dis pas impressionné dans le sens agréablement surpris. Je dis bien impressionné dans le sens marqué, mais marqué dans votre mémoire. La psychologie de l'homme
se sert d'un mot pour définir une gamme complète d'états psychologiques. Vous êtes impressionné, vous êtes impressionnable, c'est-à-dire que vous avez une mémoire et vous avez une capacité d'enregistrement mémoriel. Vous êtes impressionné parce que vous avez une mémoire et vous êtes impressionnable parce que vous avez une possibilité d'enregistrer dans votre mémoire. Vous êtes donc marqué, c'est-à-dire que la psychologie se voit transformée, une trace se dessine, donc il y a une marque, c'est gravé. Si je dis vous êtes marqué, c'est un terme, disons, dans la langue française courante qui veut dire tellement impressionné que ça finit par hanter ta conscience. Il est resté marqué de cet événement. Mais moi, si j'emploie le mot impressionnable, impressionné ou marqué, ce n'est pas juste disons, rendu un état pathologique. La psychologie prend, même l'homme normal, va dire justement qu'une personne a été marquée par la mort de son fils, marquée par son accident. Elle a raison, elle parle de l'impression, mais elle parle d'une impression ultime qui arrive à occuper une place dans la conscience plus que la conscience même. Alors, ce qui fait que l'individu reste, disons, marqué de ce processus d'impression, mais d'une façon où il n'est même plus maître chez lui, même pas pour réfléchir, il a de la misère à dormir parce qu'il revit l'événement mémoriel. Alors, ça, on appelle ça marqué dans le langage psychologique contemporain. Mais l'homme qui a une mémoire est de toute façon continuellement marqué. Une trace est laissée dans sa mémoire de chacun des événements qu'il vit. Événements tactiles, olfactifs, auditifs, gustatifs, visuels et événements psychologiques. L'événement psychologique, c'est simplement une transformation, un amalgame incohérent ou, disons, apparemment cohérent des mémoires. Notre personne qui a un être cher en Jamaïque, lorsqu'elle voit les nouvelles, l'annonce de la rébellion, disons, en Jamaïque, crée un événement à partir de sa mémoire seulement. Elle voit la personne chère blessée, en prison, qui a de la misère à manger, qui n'a plus son toit, qui s'est fait voler, et elle décide d'agir en fonction de ces événements qu'elle a créés. Donc, elle a peur. Donc, elle est inquiète. Mais elle n'est pas inquiète parce qu'aux nouvelles, on a annoncé que son fils était en prison. Elle est inquiète parce qu'elle s'imagine que son fils pourrait être en prison, étant donné qu'il y a une rébellion sur une partie de l'île. Et elle décide de vivre en fonction de cet événement psychologique et non pas réel. Elle n'en a aucune preuve dans la réalité, il n'y a rien de concret, et elle vit. Donc, elle s'impressionne elle-même à partir d'impressions. Tantôt, Daniel, tu donnes l'exemple d'une livre de beurre, si tu veux. Bon, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des fois, le beurre est mou, ça imprime profondément, ou d'autres fois, le beurre il est comme congelé, ça fait à peine une petite trace, finalement. Bon, alors disons que c'est bien de pousser la... Remarque qu'on peut prendre aussi la margarine comme exemple. Hein? Disons, je ne vais pas faire de conflit en ce qui concerne le beurre et la margarine. L'homme est impressionnable et plus l'homme fait référence à ses mémoires, à son expérience, donc à ses impressions, plus le beurre devient mou et plus l'homme est impressionnable. Je prends 10 individus, je les place en rang et je vais les hypnotiser. Alors, j'en touche une sur l'épaule et je sens qu'elle croule. Elle est déjà convaincue. Donc, elle est tellement impressionnée de ses mémoires, elle a vu des hypnologues, elle a vu, etc., 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 donc elle croit à l'hypnose comme c'est pas possible, plus que l'hypnologue en plus encore. Et tu lui touches et déjà, elle sent qu'elle est bon. Parfait, c'est un bon sujet. Tu vas à l'autre, totalement sceptique, tu lui prends la main et tu sens qu'il va partir lui aussi. Parce que même s'il est totalement sceptique, il ne fait référence qu'à ses mémoires. Ah, je suis sûr qu'il y avait un truc là, je suis sûr que ça ne se fait pas, puis etc. Donc, il ne fait référence qu'à l'impression de ses mémoires. Et cette impression, lorsqu'il en fait référence, ces mémoires viennent à sa conscience. Et plus on fait référence à l'impression mémorielle, plus il y aura d'impression mémorielle dans la conscience de l'homme, donc moins il y aura de place pour une réalité, vu que la conscience est pleine de choses mémorielles, d'illusions. Tu prends les 10 personnes, alors moi
je fais les 10 et je dis à 5 d'entre elles de bien vouloir regagner leur siège, je n'ai besoin seulement de 5. Et je regarde les personnes les plus impressionnables, ceux qui déjà étaient impressionnés. Et ceux-là, je vais les hypnotiser parce que l'hypnose existe et fonctionne réellement. Mais il est proportionnel, évidemment, à la capacité qu'a un individu de se laisser impressionner. Plus le beurre est mou, plus c'est facile de graver. Et plus le beurre est dur, plus c'est difficile de graver. Maintenant, on parle du beurre, il faut bien aussi prendre conscience que dans du beurre mou, la trace que tu laisses disparaît plus rapidement que dans du beurre dur. L'individu qui n'est pas impressionnable, prenons l'exemple d'un individu facilement impressionnable, qui rencontre à un moment donné, qui voit une soucoupe volante. Évidemment, à l'instant même où il le voit, il est impressionné. C'est-à-dire que cet événement va se graver dans sa mémoire. Il fera référence à ses impressions mémorielles, donc il ne verra plus la soucoupe, il verra le mélange de l'extérieur et de l'intérieur. Si les extraterrestres sont tous bons, il verra une très belle soucoupe et il sera bien convaincu qu'elle rayonne une bonne énergie. Si les extraterrestres sont tous mauvais, il verra une soucoupe diabolique qui rayonne des énergies sataniques. Parce que notre homme fait donc référence à l'extérieur et à ses impressions, donc il est manipulé. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de voir la réalité en face, et il ne peut la voir qu'à travers le filtre de sa mémoire, de sa psychologie, donc de ses impressions. La personne qui voit donc cette soucoupe peut déterminer, c'est-à-dire que automatiquement, pour elle, elle va déterminer, sans qu'elle-même le sache, c'est compliqué, on va déterminer pour elle si l'événement sera bénéfique ou maléfique. On parle d'une rencontre, disons, du deuxième type, c'est-à-dire visuel, il n'y a pas de contact. Qui on va décider si la rencontre est bénéfique et maléfique? Qui est ce on va décider? Qui va décider? C'est ça la manipulation. Vous ne déciderez pas. On va décider pour vous. Qui ont? Les mémoires. Vos mémoires. Vous. Vous allez décider pour vous, mais vous ne le saurez pas. Alors vous êtes manipulé. On va prendre des exemples. Vous allez finir par cerner très clairement le processus même de l'impression et de la manipulation. Vous savez que le feu, c'est dangereux. Vous l'avez appris. Cela a donc été gravé dans votre mémoire et vous le savez par l'expérience pratique, vous êtes brûlé, ou simplement par l'expérience de confiance, c'est-à-dire par l'impression faite par vos éducateurs. Plus l'éducateur grave profondément un événement chez l'homme, moins l'homme n'a besoin de le vérifier pour y croire. D'ailleurs, c'est l'apanage des religions, c'est l'apanage de la foi. La foi, c'est une croyance sans borne que tu n'as pas à expérimenter parce que des milliards d'êtres humains y croient, tu peux leur faire confiance. Alors, ce qui fait que, donc le feu, tu l'as expérimenté ou tu y crois que c'est une chose qui est dangereuse mais qui peut être utile. La première fois que vous avez vu une personne se faire brûler dans un film, la première fois que vous avez vu un être humain gigoter, tout flamme, tout feu, tout flamme, tomber à terre et brûler. Évidemment, c'est un cascadeur. Mais la première fois que vous l'avez vu, essayez de vous en souvenir. Puis vous allez trouver des traces, justement, de presque d'écœurement. Hein? On a eu une espèce de haut de cœur. La majorité des personnes qui ont vu pour la première fois, justement, ce genre de film, de pellicule, ont été, disons, désagréablement surpris. Cela a laissé une trace en vous. Cette trace, elle est capable de faire en sorte que, maintenant, on a peur de mourir brûlé. On va se servir de l'impression pour vendre des détecteurs de fumée. On va se servir de l'impression pour arriver à éduquer une masse sans que la masse ait à expérimenter. Pas nécessaire que tout le monde brûle pour s'acheter un détecteur de fumée. L'atroce danger du feu. Et cet atroce danger
il doit être gravé. Lorsque le supermarché, je me souviens plus, je crois que c'est à Brossard, à Longueuil, a brûlé, il y a plusieurs personnes, presque 200-300 de personnes, qui ont entendu les animaux dans un pet shop qui braillaient en même temps qu'ils brûlaient. Et dans toute la catastrophe, ce qui a été le plus rapporté par les personnes qui ont assisté à l'incendie du centre d'achat, ça a été l'incendie du pet shop. Cela a laissé une trace, cela les a donc impressionnés. Et par après, s'ils rentrent dans un autre pet shop, ils ne pourront faire autrement que de se dire, ben sais-tu que si le feu prend ici, ils n'ont rien prévu pour sauver les animaux. Et normalement, s'ils n'auraient pas assisté à l'agonie des animaux en feu, ben, jamais ils n'auraient eu cette pensée. Donc, ils ont cette pensée parce qu'ils ont en mémoire l'agonie d'un animal qui brûle. Donc, ils ont cette pensée parce qu'ils sont manipulés par leur mémoire. Je prends juste mon exemple. La semaine dernière, quand tu as parlé dans la conférence, ça m'a gravé quelque chose. Si tu prends quelqu'un et tu le mets la tête en dessous de l'eau, jusqu'à temps qu'il ait autant besoin d'air, il va trouver le chemin sur le chemin. C'est comme si, à partir de cette réflexion-là, ça a gravé quelque chose. J'ai fait un bilan un peu de ma vie. Donc, je vais la répéter clairement, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là. C'est que, l'idée simplement de la semaine dernière, c'est que si tu recherches, tu prends un individu qui dit vouloir évoluer, on était dans un contexte, disons, de ce genre-là, on le prend, on lui met la tête, disons, dans une bolle de toilette, et puis on le maintient dedans. Au bout de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, avant qu'il meure, on le ressort de là. Voilà. Et si c'est vous, cet individu-là, eh bien, si vous voulez comprendre autant que vous auriez voulu de l'air, la tête dans l'eau, ben c'est sûr que vous allez comprendre. Bon, c'était le phénomène. Et ça l'a gravé, c'est resté en toi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'homme, si on regarde l'homme, il fait des efforts énormes pour... souvent, pour l'impression pour l'homme, c'est un pouvoir aussi. Il y a l'erreur de ça. Là. Et si tu regardes au niveau matériel, l'homme, il a essayé de faire, l'année dernière, des écrans de télévision, il appelait ça des hologrammes, où c'est en relief, si tu veux, en 3 dimensions. Donc, il y a une impression qui est faite dans la matière. Tu sais. Et par contre, au niveau intérieur, si tu tires une roche dans l'eau, il y a des ronds qui agrandissent, mais plus le rond agrandit, plus il est faible en même temps. Mais dans l'homme, c'est souvent ça. Il essaie d'élever sa conscience, mais il s'affaiblit en même temps, à certains niveaux. De toute façon, dans la mémoire de l'homme est une chose qui est temporelle. C'est-à-dire, d'ailleurs, le temps n'existe que dans la mémoire. Dans la mémoire, on a le passé. Ayant le passé, on peut donc avoir une idée d'un futur et d'un présent. Même si le passé n'est pas palpable, sauf que, disons, abstraitement par la mémoire, même si le présent n'est pas touchable ni par la mémoire ni par la conscience, et même si le futur n'est pas palpable non plus par rien, le temps existe dans la mémoire de l'homme, et la mémoire existe parce qu'elle en a le temps. Bon. Si tu regardes simplement, disons, je vais faire un petit détour sur ce que tu dis, mais ce n'est pas tout à fait en relation avec la loi de l'impression même si c'est dans ça que l'impression se fait. L'impression se fait dans la mémoire de l'homme. La mémoire de l'homme est une chose qui est impressionnable, dans laquelle on peut graver des événements. D'ailleurs, l'éducation n'a comme objectif que de graver l'expérience d'une humanité ou l'expérience d'une société, l'expérience de certains chercheurs dans un homme, dans un être évoluant. C'est ça l'éducation. 5 et 5, 10, 12 et 12, 24, et puis apprends-le par cœur. C'est-à-dire, grave-le suffisamment profondément pour que jamais il ne s'efface et pour que, du moment que ce bloc mémoriel arrive à ta conscience, que ce soit suffisamment clair pour que tu puisses donner les réponses presque instantanément. Mais la mémoire est là comme le beurre mou, c'est comme tout à l'heure, si on revient au beurre, c'est que la mémoire, elle est reliée au temps et le temps efface. Le beurre est mou et tu graves quelque chose, mais il faudra moins de temps, plus que le beurre est mou et plus en mouvement que le beurre dur, pour que la trace se transforme et finisse par s'effacer. Et dans le beurre dur, bien évidemment, la trace reste plus longtemps gravée, mais il y a un danger. L'individu qui n'est presque pas impressionnable peut finir par avoir confiance en lui-même, et lorsqu'il a confiance en lui-même, il est, selon lui, moins impressionnable, et la journée qu'une chose pourra être gravée dedans, il risque de le briser. Ce qui n'est pas le cas pour le beurre mou, même si tout est gravé dans le beurre mou. L'individu qui, par exemple, dont on revient au phénomène de la mémoire et du temps, le temps efface les choses, le temps arrange bien des choses, c'est-à-dire que, dans la réalité des faits, la mémoire de l'homme est une chose qui est en mouvement. Et plus c'est profondément gravé dans la mémoire,
plus il faudra du temps pour arriver à éroder. L'érosion, disons, de la mémoire va se faire dans un laps de temps plus long. Et si c'est une mémoire, un phénomène mémoriel, disons, qui laisse presque pas de traces, c'est-à-dire que tu rentres dans une pièce et tu fais un tour de tête, tu as tout vu, qu'as-tu mémorisé? Dans la mémoire de l'homme temporel, l'homme possède 3 formes de mémoire. Une mémoire qui est presque bannie dans l'instantanéité, une mémoire qui lui permet de marcher. C'est-à-dire qu'il voit le chemin, il voit les trottoirs, il voit les canaux, il voit les autos, et il est capable à travers ça de se faufiler. Mémoire qui apparaît, qui le contrôle et qui disparaît presque instantanément. Tu as une deuxième mémoire qui est localisée dans une autre région du cerveau, une mémoire qui dure, quoi, c'est une espèce d'emprunt, disons qu'on a 3 formes de beurre. Un beurre extrêmement mou qui est impressionnable immédiatement, mais la forme disparaît presque immédiatement. Un beurre, disons, moyennement mou. La psychologie de l'homme possède ces 3 formes, disons, de matière impressionnable. La deuxième forme de mémoire, tu cherches un numéro de téléphone, tu le trouves, tu le retiens, tu le signales, ça sonne, tu l'oublies. Ça répond pas, tu raccroches. Tu veux rappeler, tu l'as plus. Faut que tu recherches dans le bottin encore ton fichu numéro. Et ça, je pense que tout le monde peut expérimenter ça assez facilement. C'est le deuxième type de mémoire chez l'homme. Je te donne le nom de l'individu à rencontrer, mais il faut aller jusqu'au 3e étage. Tu te répètes le nom, tu te répètes le nom, tu te répètes le nom, tu prends l'ascenseur, tu t'en vas, quelqu'un te pile sur le pied, te bouscule, puis là, le nom, tu l'as plus. Alors, cette deuxième mémoire, facilement impressionnable, facilement oubliable. Et tu as une 3e forme de mémoire, celle qui demande plus d'énergie pour être gravée. Celle-là, tu devras donc faire attention au numéro de téléphone, faire attention au nom, mettre de l'énergie pour le graver volontairement. Mais l'émotivité est une forme d'énergie suffisamment puissante pour graver dans la mémoire. Si tu as peur, l'énergie de la peur est plus puissante que l'énergie volontaire pour graver un numéro de téléphone et elle va te le graver. Si je te dis, je te donne un numéro de téléphone, je te tiens le collet, je t'accote dans un coin et je te dis que dans 2 mois, si tu l'as oublié, je te bats à mort. Je te répète le numéro de téléphone, n'oublie-le pas, mais il va être gravé. D'ailleurs, tout l'événement complet va être gravé. D'ailleurs, on rit, mais c'est le processus même que les parents emploient pour éduquer leurs enfants, pour la majorité des phénomènes. Hein? Alors, la mémoire est gravée. L'impressionnabilité de l'enfant facilite son éducation. Ce n'est pas un enfant nécessairement intelligent, mais c'est un enfant savant, comme les chiens savants, qui ne sont pas intelligents. On les impressionne, on grave de quoi dans leur mémoire, et leur vie sera déterminée par leur mémoire, par leur éducation. Alors, ce qui arrive, c'est que, donc, c'est déformable. On a 3 types de mémoire. Celle qui est instantanée, autant dans l'impressionnabilité que dans l'effacement. Celle qui a un laps, disons, de maintenu mémoriel qui est de 30 secondes à 3 minutes. Et l'autre mémoire, qui est la mémoire profonde, la mémoire qui, normalement, reçoit les choses qui sont gravées par une énergie un peu plus supérieure, comme l'énergie de l'émotivité, qui comprend toutes les formes d'expression de l'émotivité, autant expression que réception, et ce que la conscience volontaire, dont le mental ou encore la psychologie de l'astral, va vouloir graver, va vouloir mémoriser. Tu rencontres une personne pour la première fois et tu la trouves à ton goût. Tu n'as pas à te concentrer, l'émotivité va faire en sorte que c'est gravé. Alors tu ne l'oublieras pas. C'est rare que vous avez oublié la physionomie d'une personne qui vous a plu à y sauter dessus. C'est très rare. Vous manquez de mémoire dans ce temps-là. Mais une personne ne manque pas de mémoire. L'être humain, l'homme, a à peu près le même genre de schéma mémoriel, mais l'homme n'a pas toujours la même capacité, la même possibilité de pouvoir consciemment fouiller dans sa mémoire et ramener ce qu'il recherche à sa conscience. Et c'est ce manque, disons, de possibilités qui fait dire aux êtres humains qu'un tel a de la mémoire, un tel n'en a pas. Tout le monde en a, parce que sous hypnose, vous allez vous en souvenir, mais consciemment, vous ne pouvez le rechercher. C'est toujours impressionné. Et l'évolution de l'homme se fait à partir de son impression. L'impression, c'est ce qui finit par construire l'expérience chez l'homme. Vous avez de l'expérience parce qu'en mémoire, vous vous souvenez. Donc, cela a été gravé. Cela a été impressionné. Et vous pouvez travailler avec cette expérience. Mais les mauvaises expériences sont aussi gravées et le schéma, l'idée même, c'est que vous avez toujours une relation dans votre vécu avec l'extérieur
à partir d'un colorage fait par vos mémoires intérieures. Je vais aller voir Daniel Kemp la première fois ce soir, j'en ai entendu parler. Alors déjà, on a un préjugé parce qu'on essaie de refouiller dans nos mémoires ce que ça peut être. On arrive à l'entrée, j'accueille l'individu, il me regarde et il me voit, mais il fait un rapport avec ce qui a été imprimé en lui. Donc, il ne peut me connaître. Il ne peut pas me connaître. Il peut connaître que ce qu'il voit à travers le fil de ce qu'il a déjà de moi. Et ne me connaissant pas, ayant une nouvelle forme d'impression, il rentre, il s'assoit. Et quand je repars, il me regarde encore et il me connaît de moins en moins. Parce que non seulement il a la nouvelle forme de connaissance de moi qu'il a acquis la première fois qu'il m'a vu, lorsqu'il m'a vu et qu'il m'a mélangé avec les connaissances qu'il avait entendues, les choses qu'il avait entendu dire de moi, il me voit pour une deuxième fois, il me voit à travers le fil qui est de plus en plus gros. Plus une personne connaît une personne, moins elle peut la connaître. Parce que plus un individu connaît une autre personne, plus il la voit à travers le filtre boucaneux de ses mémoires. Donc, je te vois pour la millième fois et je ne t'aime plus. On ne peut plus s'entendre, on se connaît trop. Faut qu'on arrive à se séparer, qu'on ne se voie plus pendant un moment donné, pour que les mémoires s'effacent. Et seulement les bons côtés, si j'en décide ainsi, ou les mauvais côtés, si j'en décide ainsi, seront gravés. Alors, on se quitte, on ne se voit plus. Ah, il était fin. Je regrave. Il était beau. Je regrave. Et vu que je regrave ces choses-là, les autres vont être effacées. Et quand je vais te revoir, je vais être tout content de te revoir. Pas parce que je te revois. Parce que tu stimules toutes les mémoires jolies. Et parce que je vis ces mémoires, je suis content de te revoir. Je suis donc manipulé par mon impression. Si je décide, mais il n'était pas si fin que ça, je regrave cet élément. Il était laid, je regrave cet élément. Donc, les fois où je t'ai trouvé beau, je les oublie. Parce que je ne les regrave pas. Je refais ma mémoire. Je me fais un lavement de cerveau et je reprogramme selon ce que je veux. Je fais un ménage. Plus on se connaît, moins on peut connaître réellement la personne. Pourquoi? Parce qu'on la voit toujours à partir de nos schémas mémoriels, c'est-à-dire que nous sommes impressionnés quotidiennement et cette impression reste collée à notre propre conscience. Je crois être ma mémoire. Donc, je te connais, tu es un tel, tu es de temps en temps en retard, et si tu as changé, je ferai tout pour empêcher que tu changes. Parce que c'est plus facile énergétiquement pour l'ego d'empêcher un individu de changer que de se changer lui-même, de se décroper et de changer ses propres mémoires. Alors, ce qui fait que l'être qui évolue, l'homme, est impressionné tout au long de sa vie, donc il acquiert de l'expérience, et à partir de cette expérience, il vit la réalité. Mais cette expérience ne peut pas être adaptée totalement, purement à la réalité, donc l'homme va donc adapter la réalité à ses expériences. Et c'est ce que l'homme essaie de faire continuellement. L'homme essaie d'adapter la réalité, l'extérieur, à ses propres expériences, à ses mémoires. Et c'est là que l'homme, plus il connaît, moins il connaît. Plus l'homme apprend, moins il peut savoir. Parce que plus il a de fumée en lui, moins il arrive à bien voir. Et cela est une chose qui a été enseignée par Lao Tzu, qui a été enseignée par différents grands initiés, mais qui n'a jamais été compris. Parce que Lao Tzu disait, apprenez le Tao, mais plus vous savez, moins vous savez. Alors toi tu réponds, ben je ne prendrai pas le Tao de bord. Plus j'en sais, moins j'en sais. Moins j'en sais, plus j'en sais. Mais l'idée, c'est justement, c'est qu'il faut que tu saches ce que tu dois savoir et oublier ce qui n'est pas utile. Si l'énergie mentale, l'intellect de l'homme, se sert de ses mémoires et de ses expériences pour essayer de se rapprocher d'une efficacité instantanée dans un événement, il n'y a aucun problème. Mais lorsque la psychologie de l'homme se sert de l'expérience de l'homme pour essayer de décider de ce que devra être l'extérieur, alors là, c'est une autre chose. L'homme vit dans une illusion qui est l'illusion mémorielle, parce que l'homme est impressionné, et l'homme se réfère à l'impression des événements en lui, à sa mémoire, et l'homme dit, il y a un accident à telle place, j'ai des connaissances, je vais aller aider. Mais tes connaissances ont été légèrement émoussées parce que ça fait longtemps que tu t'en sers pas, tu arrives là, tu débarques, et puis
l'expérience que tu as ne peut pas être appliquée là, mais toi, tu t'évertues quand même à essayer de l'appliquer. On a eu une époque où les towing, les remorqueuses, avaient des clignotants rouges et une sirène pour pouvoir arriver plus vite sur les accidents, pour dégager la circulation. On avait les ambulances, les pompiers, la police et les remorqueuses qui avaient des gyrophares rouges et une sirène. Donc, c'était les véhicules prioritaires. Mais lorsque la police s'est rendue compte que les remorqueuses se servaient de leurs gyrophares et de leurs sirènes pour aller survolter une auto qui ne partait pas, booster pour un Québécois, lorsque les autres en servaient dans toutes les occasions, on a décidé de leur retirer les gyrophares rouges pour les transformer en jaune et bleu et leur ôter la sirène. Mais ça a pris peut-être 1 an après cet amendement pour que les conducteurs de remorqueuses finissent par arrêter de passer sur les lumières rouges et arrêter de klaxonner pour s'en servir comme une sirène. L'expérience acquise faisait que même si l'extérieur était changé, ils continuaient à vivre dans le même phénomène. Les personnes qui vont à la guerre, ils sont impressionnés par ce qu'ils vivent. Et lorsqu'ils reviennent ici, ils essaient encore de revivre. Ils essaient de transformer la réalité à partir des schémas mémoriels, donc des impressions qui restent en eux. Il va vouloir être guerrillero, c'est-à-dire qu'il va devenir un mercenaire. Ce qu'on a au Salvador, qui aide les guerrilleros, ce qu'on a au Guatemala, on a eu des émissions de télévision à un moment donné là-dessus, ce sont des vétérans du Vietnam qui se vendent à n'importe quelle population simplement pour continuer à avoir une réalité qui est en rapport, qui est en accord avec ce qu'ils ont comme réalité mémorielle, qui est illusion en termes ésotériques. Ils ont besoin de se faire barater par la vie, finalement, un peu comme tu as un enfant, tu le perds. Mais si on revient sur un enfant, Daniel, l'enfant qui est naissant, la première fois qu'il sourit, il n'a aucune mémoire, mais par contre, il sent sa mère des étrangers, il est quand même capable de sentir la vibration. Il a une mémoire génétique, soit dit en passant, d'accord? Maintenant, il est en train de développer une mémoire psychologique. Mais juste le petit exemple de l'enfant, je vais te donner un exemple qui est encore plus, je pense, palpable, parce qu'on a fait plusieurs émissions dans l'espoir de faire brailler le public, et le public aime payer pour brailler. Alors, on a eu des émissions où un enfant malade, maladie incurable, finit par mourir, etc. Et on fait une relation avec nos enfants. Alors, ce soir-là, et 2 jours après, on les aime plus. Mais après ça, on revient normal, quoi. Bon. Mais on est impressionné. Alors, ce qui fait que vu qu'on est impressionné, on reste manipulé par l'idée du film et on exprime l'idée du film dans notre vécu jusqu'à temps que la mémoire disparaisse. Vous avez un enfant, vous le perdez, vous allez vous occuper plus de votre neveu qui a le même âge, ou encore vous allez regarder dans un parc les enfants du même âge qui jouent et ça va vous rappeler des souvenirs. Vous êtes manipulé par vos mémoires, parce que si vous oubliez catégoriquement que vous avez déjà eu un enfant, vous n'êtes pas le même individu. Vous pouvez être efficace. On parle d'Apocalypse. L'homme qui est impressionnable, qui voit un événement, disons, catastrophique arriver devant lui, cet événement laisse une trace en lui. Et cet homme ne peut passer à travers un apocalypse, parce qu'il aura trop d'impressions qui viendront massacrer sa psychologie, et l'homme peut devenir fou s'il ne se suicide pas, et s'il ne vire pas catégoriquement de philosophie, s'il ne devient pas un criminel lui aussi, s'il ne décide pas de faire le jeu de ce qu'il voit. Par contre, si on regarderait un maître, un initié, qui se promène et une bombe tombe à côté de lui, ça ne l'a même pas dérangé. Il s'en va et continue. Il est capable d'écouter, il entend le sifflement d'une bombe, il n'a pas peur. Il essaie de localiser, il tourne, il continue à marcher, puis elle tombe où il était. Puis lui, s'il y a de la poussière, il l'ôte, et puis il continue. À quoi ça sert d'être impressionné si c'est la psychologie qui va servir de l'impression? À rien. Sauf si tu veux avoir peur, si tu veux trembler, si tu veux prendre panique. Alors là, oui, la psychologie a besoin du souvenir de l'explosion de la bombe. Mais l'initié qui s'en va, il s'en va, puis s'il meurt, il meurt, puis s'il meurt pas, il meurt pas. Mais la personne qui a peur, elle s'en va, tout épeurée, et si elle meurt, et si elle ne meurt pas, elle ne meurt pas. Mais la différence, c'est si elle vit. L'homme, l'initié qui vit bien. Et l'homme normal, impressionné qui vit mal. Parce qu'il ne pourra pas dormir, parce qu'il aura toujours peur, parce qu'il vivra un apocalypse. L'apocalypse n'est pas dans la matière. Quand tu brises un verre d'eau, c'est pas grave. Si tu es en plein désert du Sahara et que tu n'as jamais bu, je brise le même verre d'eau, c'est grave. Mais dans ta psychologie, c'est grave. Dans rien d'autre. L'apocalypse, c'est pour l'être humain,
qui est impressionnable, jamais pour l'être humain non impressionnable. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même ce que l'être humain doit, ce vers quoi l'être humain doit se diriger, la non-impressionnabilité. Et lorsque l'être humain n'est plus impressionnable, il ne peut plus être manipulé. Parce que on est impressionné, je le répète bien, on a les expériences concrètes que vous vivez quotidiennement. Présentement, vous vivez une expérience et vous êtes impressionné. Agréablement, désagréablement, je m'en fous, mais vous êtes impressionné. C'est-à-dire que vous allez conserver des phénomènes mémoriels de ce que je dis. Et c'est normal, c'est le moyen d'apprentissage de l'homme, de l'être humain qui évolue. Mais votre psychologie, elle, va se servir de l'impression de ce que j'ai dit. Elle va vérifier si c'est en accord avec les concepts qui sont en vous, qui sont d'autres impressions mémorielles qui sont en vous. Et si c'est en accord, le conférencier vous a plu. Et si c'est en désaccord, il ne vous a pas plu. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas arriver, la majorité du moins, arriver à voir ou à comprendre ce que je dis comme je le dis. Vous devez automatiquement mettre entre votre conscience et ce que j'ai dit la brume de votre expérience. Et l'expérience ne sert pas à juger quelque chose. L'expérience ne sert qu'à transformer, à assujettir une nouvelle chose à elle-même. L'expérience ne sert à rien d'autre que ça. L'expérience, lorsqu'elle doit s'exprimer dans l'efficacité, elle est utile. Vous avez une crevaison, vous avez l'expérience, vous changez votre pneu et vous ne risquez pas de vous faire blesser. Mais lorsque l'expérience doit servir à juger une chose qui n'est pas, qui ne sert pas, qui ne peut pas se transmettre en efficacité, elle est inutile, elle est absurde. Est-ce que votre expérience peut juger si vous aimez un individu ou non? Non. Mais s'il ressemble à un tel que vous détestez, vous le détestez déjà. Parce que la vibration réelle de cette personne-là, vous ne pouvez la connaître parce qu'il y a la brume de votre expérience. Ce que je dis, est-ce que cela fait du sens ou non? Bien, vous ne pouvez pas le savoir réellement si vous vous servez de votre expérience. Ce n'est pas votre expérience qui va vous dire si ça a de l'allure ou non. C'est votre intellect, votre mental, mais pas votre expérience. Ah, mais j'ai déjà vu par l'expérience. Oui, tu es déjà en train de venir colorer ce que je dis. Autrement dit, tu vas déformer ce que je dis. Autrement dit, tu vas tout détruire ce que je dis pour l'adapter à ce que tu veux. Et si l'adaptation fait que ce n'est pas bon, c'est rejeté. Si c'est bon, c'est acquis. Et c'est là la manipulation, disons, dangereuse, qui est permise par l'impression. Et l'impression superposée, c'est lorsque, justement, vous allez avoir une idée, un concept. Par exemple, je dis, moi, que l'éducation des enfants, elle est mal faite. Vous êtes d'accord avec cette idée-là. Vous arrivez ici, et je dis, comme tout à l'heure, tu fais peur, c'est gravé, il ne fera plus. Tout à l'heure, on parlait des films, et on parlait d'autres choses. Ah, ben ça a de l'allure. Ça vient juste surimpressionner l'impression que vous avez déjà. Pourquoi? Parce que ça a de l'allure, parce que ça va avec une chose mémorielle que vous avez. Une impression mémorielle. Vous avez une nouvelle impression, vous cherchez en vous, ah, ça va avec ça. Ça ici, je suis d'accord, ça va avec ça, donc je suis d'accord avec tout. Et ça vient même renforcer l'impression que j'avais déjà. Et ça, c'est la surimpression. Une recherche d'endossement. Oui, on recherche effectivement une accréditation. Et plus je vais être capable, par exemple, moi, de surimpressionner une impression en vous, je vais donc finir par vous convertir. Et plus une impression est surimpressionnée, vous avez une impression qui a de l'allure. On la surimpressionne et au bout de 15 surimpressions, vous en êtes convaincu. Au bout de 300 impressions, vous êtes croyant. C'est la foi. Il n'y a plus rien pour vous faire comprendre que vous avez tort. Non, c'est la foi totale, la croyance sans espoir, sans retour, aveugle à cette chose. Parce qu'on l'a tellement surimpressionné qu'on finit par la graver au fin fond même de ton inconscient. Et la surimpression, elle est dangereuse. Si moi je parle de quelque chose et que vous êtes capable d'écouter, de juger, disons, de vérifier avec une potentialité réelle, avec un événement qui peut arriver, et non pas qui est arrivé, vous êtes capable de le voir comme il est, cela n'ira pas surimpressionner quelque chose en vous. Mais si vous écoutez et vous observez à partir de vos expériences, si ça va avec ce que vous pensez, je viens de surimpressionner.
si ça va avec ce que vous ne croyez pas, je viens de surimpressionner. Vous allez y croire de moins en moins, et pour ceux qui croyaient déjà, vous allez y croire de plus en plus. Mais ce n'est pas le travail de l'intelligence de l'homme. L'homme n'est pas là pour croire de plus en plus qu'il a raison ou qu'il a tort, ou qu'un autre a raison ou qu'un autre a tort. L'homme n'est pas ici. L'homme n'évolue pas pour croire plus ou croire moins. L'homme évolue pour arriver à comprendre. Et comprendre, ce n'est pas croire. Et comprendre, ce n'est pas être impressionné. C'est-à-dire que veut pas, vous allez être impressionné dans votre mémoire. Vous allez l'avoir en mémoire. Mais laissez l'impression, l'énergie vibratoire qui veut s'imprimer telle qu'elle est. Et non pas s'imprimer selon une suite de déformations accomplies par votre expérience pour s'imprimer selon ce que vous avez compris. Si tout le monde ici comprend ce que je dis, ou ne le comprend pas, mais l'imprime tel qu'il est, dans sa mémoire, tout le monde a compris la même chose. Mais si vous l'imprimez suite à votre expérience, tout le monde a compris des choses différentes. Et c'est plus probablement le cas que vous avez tous compris des choses différentes. Pourquoi? Parce que vous imprimez ce que je dis une fois qu'il a traversé le filtre de vos impressions, de votre expérience. Tout ce qui vous fait peur parce que vous vous référez à vos expériences ou à ce qu'on vous a appris. Vous savez que des excréments, c'est sale. Et quand on voit un enfant de 2-3 ans qui sort de la toilette, qui ne s'est pas essuyé, s'est essuyé avec ses mains, tout le monde, puis il n'est pas éduqué, puis etc., sauf si c'est le vôtre. Si c'est le vôtre, il est éduqué, il n'a pas compris, puis il m'a l'éduqué. Hein? Il va comprendre. Mais si c'est l'enfant d'un autre, c'est incroyable comment il n'est pas éduqué. Parce qu'on a gravé en vous que tel genre de phénomène naturel était surnaturel. Bon. Ah oui, parce que rien n'est plus surnaturel que les excréments, voyons, c'est évident. Alors, vu que c'est surnaturel, c'est-à-dire évidemment que c'est catalogué dans une impression, dans un tiroir mémoriel comme étant une chose dégueulasse, si on voit quelqu'un ou un enfant ou quelque chose qui se promène avec ça, on est impressionné et ça surimpressionne l'idée que c'est dégueulasse. Et si par contre l'éducation ne l'a pas impressionné, c'est pas trop pire. C'est même amusant, c'est même comique, dépendant de vos expériences. Alors vous allez voir la réalité selon vos expériences. Mais si vous oubliez vos mémoires, vous allez voir l'enfant, vous allez être impressionné, c'est-à-dire que ça va être gravé dans votre mémoire, mais vous allez réagir en fonction de la réalité. Bon, il faudrait qu'on le débarbouille, hein. Fait qu'on va le débarbouiller. Mais il n'y a pas de yark, il n'y a pas d'un paquet de phénomènes suspects, de poils qui férissent qui vont apparaître à un moment donné. Parce que vous n'aurez pas filtré cette impression à travers vos impressions antérieures, ou votre brume de votre mémoire. Et l'homme psychologique ne peut connaître la réalité réelle tant qu'il perçoit et qu'il imprime cette réalité à partir de son expérience. Alors, l'expérience que j'ai, c'est l'eau. Je veux te connaître et je regarde à travers le verre d'eau. Alors, je te vois, puis je te connais, puis je peux te mémoriser. Mais ça n'a aucun rapport avec la réalité. Et vu que, une fois que j'ai réussi à imprimer dans ma mémoire le visage de Guy vu à travers un verre d'eau, ce verre d'eau fait partie de ma propre conscience mémorielle. La deuxième fois que je le regarde, c'est 2 verres d'eau. Ah tiens, c'est plus beau. Et plus l'homme connaît, plus l'homme rajoute des verres d'eau, et plus l'homme connaît, moins l'homme peut connaître l'extérieur. En ce sens, c'est vrai. Mais si je connais, mais quand je veux observer l'extérieur, je ne me sers pas de mon expérience. L'expérience, elle est utile dans l'efficacité. L'eau, c'est bon à boire. Je bois quand j'ai soif. Mais si mon expérience me sert dans l'abstrait, dans l'évolution, dans la compréhension, c'est extrêmement dangereux parce qu'on filtre automatiquement les choses qui rentrent en nous, qui veulent se graver dans notre mémoire d'une façon pure. On ne leur permet pas d'être purs, on les filtre. Et plus je vais acquérir de l'expérience, plus je vais donc avoir de verres d'eau. Et plus je vais avoir de verres d'eau, plus je vais regarder le monde à travers des verres d'eau, et plus je vais voir le monde déformé. Tous les slogans, Daniel, ou les dictons que même on peut graver sur des médaillons ou n'importe quoi, parce